Alors, bonjour à tous. Donc, je suis ravie de modérer cette discussion qui porte, comme l'a dit M. Jérôme, sur l'intelligence artificielle comme levier d'inclusion sociale et financière. Alors, pour aborder cette thématique, je vais demander à nos chers panélistes, Madame Haïfa Daoud, présidente de Loki. Merci, sous vos applaudissements. Monsieur Laurent Giuseppe Renzo Daronco, responsable des affaires économiques et d'éthique à l'UNECA. Et Madame Nadine Zoro, présidente de l'association DigiFemme. Merci à tous. Alors, en guise d'introduction, nous savons que nous vivons actuellement dans une ère où les avancées technologiques offrent des opportunités diverses. Mais malgré cela, on voit qu'il y a toujours ces différentes questions d'inégalité, d'exclusion par rapport aux différentes populations. Et la question introductive que j'aimerais vous poser, c'est comment faire aujourd'hui pour s'assurer que ces avancées technologiques puissent profiter à toutes les catégories sociales. Donc, on va peut-être commencer avec Madame Zo. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Nadine Zoro. Je suis cofondatrice et directrice d'Impact Hub Abidjan, donc qui est un incubateur depuis 2019 qui accompagne des startups à Abidjan. Et je suis aussi ancienne directrice du programme DigiFemme, qui était un programme de développement qui accompagnait l'inclusion digitale des femmes et l'accompagnement des PME dans l'utilisation du digital en Côte d'Ivoire. C'est une très belle question, je pense que vous posez, c'est comment est-ce qu'on arrive à utiliser l'IA comme un outil pour permettre à tout le monde de se sentir inclus dans la société. Juste pour donner mon background avant, j'ai travaillé pendant 5 à 6 années dans l'inclusion digitale, l'inclusion financière. Donc, on travaillait sur comment s'assurer que les personnes du marché de masse arrivent à mieux utiliser les outils d'inclusion numérique financière qui existent sur le marché. Et la question ici, c'est, pour moi, la partie la plus vitale, c'est quelles sont ces inégalités-là? Qu'est-ce que nous observons aujourd'hui dans notre pays, surtout en Côte d'Ivoire, en termes de disparité? Est-ce qu'on s'assure que toute la population est vraiment dans la même Côte d'Ivoire? Donc, est-ce que ce que je vis en tant qu'Ivoirienne, quelqu'un d'autre à Bobo, quelque part derrière Rail, arrive à vivre la même chose et arrive à accéder aux opportunités qui existent? Et pour moi, oui, il y a énormément d'opportunités. L'IA permet de, quelque part, toucher le marché de masse. Parce que la difficulté de tout ce qui est autour de l'élitisme, c'est le fait qu'on doit faire les choses manuellement et qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Donc, on est obligé de sélectionner. Avec l'intelligence artificielle, on arrive à toucher un marché de masse. On arrive à faire les choses pour une grande population en se basant sur les données. Et ces choses-là, c'est autour de tout ce qui a à voir avec la santé, l'accès à tout ce qui est opportunités liées aux organisations financières, l'accès aux services sociaux, s'assurer même d'avoir les bonnes informations. Et pour moi, c'est là où il y a beaucoup à faire, surtout en Côte d'Ivoire. L'accès à l'information correcte. S'assurer que la population sait les opportunités qui existent, sait où les trouver et a en place des personnes pour pouvoir les accompagner pour saisir toutes ces opportunités-là. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de gouvernance des données, de la réalité africaine. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a 61 langues, si je ne me trompe pas. Au Nigeria, au Cameroun, on en a plus. Et c'est vrai que quand j'interviens, souvent, on dit, quand on parle d'intelligence artificielle, ça s'arrête à Abidjan. Mais on oublie que derrière, on a Bouaké, on a Korogo, on a plein d'autres villes et de villages. Donc c'est comment aller à ces personnes-là pour leur parler d'une technologie alors que déjà, eux, ont des problèmes de connectivité, d'électricité. Et je dis toujours, en fait, l'IA peut être un grand levier d'inclusion si elle est faite par l'Afrique et pour l'Afrique. Et c'est important. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Si je reviens à la santé, moi, je connais une start-up aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui utilise c'est IA et la santé. Donc, c'est un chatbot. Le ministère de la Transition numérique l'accompagne également. Mais eux également disent on doit trouver une solution
pour que les personnes qui ne parlent pas le français ou qui n'écrivent pas le français puissent communiquer avec ce chatbot, que ce soit en Joula ou en n'importe quelle autre langue. Donc on sait les réalités. Après, on essaye d'adapter ces IA, encore une fois, qui sont occidentales, aux réalités africaines. Oui, merci pour la parole. Le titre du panel, c'est l'inclusion financière et les défis socio-économiques. Alors, pour bien comprendre la thématique, je crois qu'il faut... Je vais prendre peut-être une minute pour revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que les modèles économiques qui nous régissent aujourd'hui, d'où ils viennent tout simplement, c'est des modèles qui ont été pensés dans les années après-guerre par Taylor, par Keynes. Et ces modèles donc avaient comme point d'orgue la sortie de la guerre avec l'industrialisation, donc une industrialisation très forte et une présence prédominante des États. Donc forcément, on a mis en place des modèles économiques, mais à cette époque, on n'avait pas pensé qu'il allait y avoir de l'intelligence artificielle, qu'il allait y avoir de la 4e révolution industrielle, etc. Donc à partir de là, dans les années 80, 2010 et un peu plus emprunt en 2020, on a de nouveaux penseurs économiques, notamment Masakuto, qui lui a développé une théorie en disant qu'il faut absolument que les États s'accaparent cette nouvelle technologie, ces innovations pour faire de nouveaux modèles économiques. Et on a des travaux un peu plus parcellaires de Henri Pagouin qui lui donc est beaucoup plus j'allais dire orienté sur l'IA. Mais ce sont vraiment des travaux au stade préliminaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également par rapport à ces différents modèles? C'est qu'aujourd'hui, l'inclusion financière, on l'a vu, donc on peut parler des données bancaires. Alors, il y a une certaine forme d'utilisation de l'IA dans les données bancaires qui sont sur la forme des scorings des crédits intelligents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau du continent africain, on est à peu près maximum 45 ou 50% de taux de bancarisation. C'est-à-dire que la moitié de la population ne peut pas demander un prêt bancaire parce qu'elle ne remplit pas les conditions et parce qu'elle n'a pas accès par rapport à sa situation socio-économique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'IA permet de faire ce qu'on appelle du scoring bancaire, c'est-à-dire que tout simplement, à partir d'un utilisateur qui a un téléphone portable, on peut faire un certain nombre d'analyses de données. Donc, on revient à la problématique des data, c'est-à-dire on regarde ses factures, on regarde où est-ce qu'il va naviguer, et puis à partir de là, donc, il y a des systèmes qui permettent de dire, bon, là, on peut accorder un microcrédit à ce type de profil de personnes. Il y a également, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est les microfinances fintech qui permettent également d'accorder des crédits. Et puis M-Pesa est un peu précurseur, parce que M-Pesa, à travers des outils d'IA, peut effectivement analyser le profil des utilisateurs. Alors il y en a plein d'autres, je ne les ai pas tous en tête, mais un qui est aujourd'hui un peu lié à l'IA, c'est tout ce qui est lié aux crypto-monnaies et ce qu'on appelle les finances décentralisées, qui jouent un rôle important sur l'octroi des crédits qui permet d'accéder aux populations toujours qui ne sont pas bancarisées à ce type de prêt. Donc voilà sur la partie financière, mais on reviendra sur le côté socio-économique. Merci. Donc, effectivement, comme vous l'avez abordé, les modèles économiques ont été conçus pour certains, il y a très longtemps. On constate encore beaucoup de disparités. Et cependant, on constate également que l'IA révolutionne déjà les services financiers en facilitant l'accès, par exemple, aux populations qui ont été historiquement marginalisées. Mais selon, par exemple, la Banque mondiale, il y a encore 1,4 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas de compte bancaire. Mais on voit aussi qu'avec l'essor des fintech, de l'IA prédictive et tout, l'inclusion financière s'accélère. Alors, Monsieur Daronco, j'ai une question pour vous. Selon vous, quels sont les freins structurels qui empêchent qu'il y ait une réelle adoption large de l'intelligence artificielle pour l'inclusion financière en Afrique? Et selon vous également, quelles sont les stratégies qui pourraient être mises en place, notamment par les gouvernements ou par les institutions financières, justement pour essayer de lever ces obstacles? Alors c'est une question très, très large, mais le premier frein, quand vous parlez de frein, la première réflexion va sur le cadre réglementaire. Et on parlait des data. Donc les deux sont liés, réglementation
et data. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous l'avez d'ailleurs rappelé, on a 1,4 milliard de personnes qui ne disposent pas de compte bancaire, donc ils ne sont pas fichés quelque part. Donc c'est très compliqué. Et si on se met à la place des organismes, des instances qui octroient des crédits, quelque part, accorder un crédit à une personne qui n'a pas une existence légale administrative, c'est très compliqué. Donc c'est-à-dire qu'il faut absolument, bancariser, rendre visibles ces personnes, même si on le sait sur le continent, le commerce informel est majoritaire au commerce formel. Je crois qu'on avait fait des statistiques, on est à plus de 70% de commerce informel. Donc il serait intelligent, et nous on plaide pour ce qu'on appelle un ID numérique, une identification numérique de ces personnes pour qu'elles rentrent dans le système, administratif. Mais on voit très bien qu'on est confronté à une rupture entre à la fois la réglementation et la volonté même de ces personnes de rentrer dans un système, normatif, puisque ça va poser pour elles un problème d'identification, de taxation et tout ce que l'on peut, tout ce qui décline derrière sur le continent en tous les cas. Merci. Alors donc, on vient d'aborder justement ce côté inclusion financière, mais nous savons tous que l'inclusion ne se limite pas à ce côté financier. On constate qu'il y a l'accès aux soins de santé, à l'éducation ou encore même simplement aux services administratifs qui sont encore un défi pour des millions de personnes. Alors, Madame Daoud, j'aimerais vous poser, parce que tout à l'heure, vous avez parlé notamment de certaines initiatives qui permettent, par exemple, de traduire en langue nationale certaines données. Donc, selon vous, comment l'IA peut améliorer l'accessibilité des services essentiels sans exclure les populations les plus vulnérables, mais également en touchant les zones rurales? Voilà. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a aussi, quand on avait participé à la stratégie nationale, ils ont demandé quel secteur, selon un sondage qui a été ouvert à la population, quel secteur serait le plus touché par l'IA. Directement, on a eu l'agriculture en premier. Je crois en deuxième, c'était la santé. En cinquième, c'était bien autre chose. Mais aujourd'hui, il y a des choses, par exemple, en agriculture qui se font. Et en prenant en compte les réalités locales. Pour donner un petit exemple, on a Joule International, donc, qui est en Côte d'Ivoire. Ce sont des drones qui vont aider les agriculteurs. Donc, et aujourd'hui, vous savez, en Côte d'Ivoire, quand on délimite un terrain, c'est avec des fois un pagne ou des bâtons. Donc aujourd'hui, on apprend à ces drones-là à repérer ces bâtons et ces pagnes. Donc il y a des initiatives qui sont faites. Il y a aussi des applications. Là, j'ai des partenaires techniques qui font des applications agritech où on va prendre en considération que beaucoup de personnes ne savent pas lire ou écrire. Donc on va passer par le vocal. Il y a des initiatives comme ça, mais encore une fois, ça va être un partenariat entre les acteurs privés et le gouvernement pour faire avancer tout ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a sur un panel, une représentante du ministère disait qu'il y a le hub de l'IA, aujourd'hui à la Tour Postel, qui est en train d'être créé, qui va accompagner les startups pour les aider également à déployer des solutions adaptées à l'Afrique, avec cette intelligence artificielle qui est là pour de l'inclusion et non pas pour encore creuser plus les inégalités. Alors, ça, c'est une question pour tous les panélistes. On critique souvent l'IA pour les biais algorithmiques. Et selon vous, comment est-ce possible de concevoir des modèles plus inclusifs ? Donc, quand il s'agit de biais, puisque c'est la question, les biais, ça vient de nous les êtres humains. C'est quelque chose qui est naturel, tout le monde a des biais. Mais la vraie question, c'est les biais de qui sont inclus dans cette intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle de qui? Quel type de peuple? Quelle culture? Quelles valeurs? Donc, c'est les valeurs des personnes qui construisent cette intelligence artificielle qui vont se miroiter dans l'intelligence artificielle que nous allons voir sur le marché. Donc, pour s'assurer que l'intelligence artificielle a des biais qui sont nos biais à nous, des biais locaux, disons ça comme ça doit être une intelligence artificielle qui est construite par des personnes qui sont dans cet environnement-là et qui prend en compte
les façons dont les gens font les choses dans cet environnement-là. Et ça inclut tout ce qui est culturel, religieux et tous ces aspects-là qui sont très importants aussi à garder en tête. Donc ça doit être une IA qui ressemble aux personnes qui vont l'utiliser. En Côte d'Ivoire, je dirais, ça c'est une question peut-être complexe. Qu'est-ce que ça veut dire une IA qui ressemble à un Ivoirien? Puisqu'on a plusieurs cultures, on a plusieurs religions et tout ça. Je pense que c'est de définir, je pense que tout à l'heure il y avait un panel sur l'éthique et tout ça. C'est au gouvernement de décider de manière bilatérale avec la population, avec la société civile, quelles sont les valeurs qu'on veut pouvoir établir en termes d'éthique nationale pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on permet à tout le monde de faire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on inclut dedans des valeurs religieuses? Est-ce qu'on essaie de bloquer certains sujets? Après, il y a toutes les questions éthiques derrière, de manipulation aussi à prendre en compte. Parce que c'est la diversité de nos biais qui font de nous des êtres humains. Une fois qu'on rentre dans une machine et qu'on commence à faire les choses d'une certaine manière très automatique, on n'est plus des êtres humains aussi. Et donc, les biais, ce n'est pas un problème. Les biais, c'est ce qui fait des êtres humains. Parce que chacun construit ses biais sur ses expériences, sur sa réalité et sur ses propres valeurs. Mais c'est le fait de pouvoir avoir quelque chose qui s'adapte. Et c'est la beauté de l'IA. De pouvoir l'adapter par rapport aux personnes qui l'utilisent. Et de s'assurer que cette IA est éduquée pour pouvoir être flexible, afin que tout le monde puisse se retrouver dans cette intelligence artificielle. Vous avez parlé des langues tout à l'heure. Et c'est là, aujourd'hui, on a un grand problème de langue. Parce qu'on parle plusieurs langues, on ne se comprend pas forcément, on n'a pas les mêmes habitudes traditionnelles aussi. Et donc l'IA va permettre d'équilibrer un peu cet aspect-là, qui est un peu varié et divergent dans toutes les différentes langues. Oui, alors en complément à ce qui vient d'être dit, on pourrait parler que l'IA est un formidable outil d'inclusion, mais également d'exclusion. On venait de parler des biais algorithmiques. Demain, si le système a mal été pensé, puisque derrière, comme l'a rappelé un des panélistes tout à l'heure, c'est l'humain qui est au milieu, et c'est l'humain qui fait l'IA. Aujourd'hui, en tous les cas. Demain, c'est un autre débat. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est vraiment l'humain qui est au milieu. Donc, il peut y avoir des biais algorithmiques en disant, ben voilà, que le système refuse un crédit à une personne qui serait peut-être éligible. Il peut y avoir un biais algorithmique en disant qu'une personne, demain, n'a pas accès à l'information parce qu'elle ne remplit pas tel et tel critère. De l'autre côté, si on ouvre le débat un peu plus large au niveau des Nations Unies, si on regarde comment se passe le recrutement des fonctionnaires internationaux, ben vous allez postuler en ligne et derrière, je veux dire, il n'y a aucune action humaine. C'est-à-dire que derrière, vous avez un algorithme en fonction de ce que vous avez répondu, de la qualité de ce qu'on appelle nous un PHP, donc c'est-à-dire du CV, et ben, il y a un filtrage automatique qui est fait. Donc si quelque part vous êtes, je sais pas, docteur en génie civil et puis que vous avez mal coché la case, ce qui ne remet pas en cause votre capacité, ben, le système vous jette. Bien sûr, entre guillemets, le jette. Donc on voit très bien qu'il y a ces biais sont importants et l'humain malheureusement n'a pas cette place sur le plan purement technique. Après il y a également ce qu'on appelle le pendant du biais algorithmique, c'est également l'exclusion numérique, c'est-à-dire qui risque d'accroître le fossé numérique entre les personnes qui ont l'outil, qui le maîtrisent, et celles qui ne l'ont pas. Quand on sait qu'en Afrique, on a à peu près une moyenne de 45% des personnes qui ont un accès à Internet, c'est très faible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la société qui est exclu. Donc, c'est également un biais de travers qui risque de poser une problématique et encore creuser ce fossé numérique. Il y en a, on l'a évoqué, c'est bien évidemment une régulation qui est insuffisante, voire dans certains cas inexistante, parce qu'il y a des volontés politiques affichées, mais les actes... j'allais dire, les actes décisionnels pour mettre en place cette régulation traînent beaucoup. Alors, Madame Daoud, une intervention? C'est bon, tout est OK. Alors, Monsieur Daranko, vous venez de parler justement de volonté politique. Vous travaillez sur les innovations qui se font dans le domaine. Est-ce que vous arrivez à intégrer l'intelligence artificielle dans l'élaboration des politiques publiques d'inclusion? Est-ce que au niveau, par exemple, vous travaillez au Cameroun, est-ce que c'est quelque chose qui arrive facilement à être compris, qu'il est nécessaire d'intégrer maintenant l'intelligence artificielle vu comment les choses évoluent? Alors,
Pour rappel, moi je suis basé au Cameroun, donc en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, nous avons 2 communautés économiques régionales. C'est une spécificité par rapport au reste de l'Afrique. Bon, c'est comme ça. On a ce qu'on appelle la CEAC, la Communauté des États d'Afrique centrale, et la CEMAC, la Communauté économique monétaire d'Afrique centrale, qui met une monnaie commune, qui est le franc CFA, uniquement pour 6 pays sur les 11. Donc c'est peut-être ce qui explique la genèse de ces 2 communautés, sachant qu'il n'y en a qu'une seule qui est reconnue par l'Union africaine. Donc on voit déjà que là, on s'inscrit dans une complication, c'est la CEAC. La CEMAC n'est pas reconnue. Donc derrière, puisque vous parlez de politique, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut harmoniser. Et quelles sont les politiques d'inclusion de l'IA qui sont prises en compte? Ça, forcément, ce ne sont pas celles de la CEMAC, mais ce sera celles de la CEAC. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que votre question tombe à point nommé, si j'ose dire, puisqu'on a été saisi la semaine dernière par la CEAC, quand je dis nous, c'est-à-dire la CEA, on a été saisi pour élaborer la stratégie sous-régionale de l'intelligence artificielle. Et ça veut dire quoi? Tout simplement que nous allons élaborer avec la CEAC, donc les 11 pays de la CEAC, une politique qui sera... je veux dire, le point d'orgue ou le point commun pour cette sous-région. Mais après, comme je l'évoquais tout à l'heure, si vous élaborez une politique sous-régionale, il va falloir transposer cette politique sous-régionale au niveau national. Et là, on voit qu'on rentre dans des délais, dans des procédures qui sont longues. Je le rappelais hier ou avant-hier, on avait fait la même procédure concernant la convention de Malabo, la convention de l'Union africaine sur la protection des données personnelles. Je vous invite toujours à aller voir sur Internet. On voit qu'aujourd'hui, cette convention n'a pas été ratifiée par l'ensemble des pays africains. Et si on regarde au niveau de la sous-région Afrique centrale, il y a 8 pays qui l'ont ratifiée, mais qui ne l'ont pas transposée. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans un mécanisme, une dynamique volontariste des chefs d'État, puisque c'est eux qui donnent le là. Mais derrière, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Merci. Alors, depuis le début des journées de l'intelligence artificielle, il y a un sujet qui revient très souvent, le genre. Alors, on sait que l'exclusion numérique des femmes en Afrique est une réalité. Il y a différents rapports qui le montrent, comme par exemple le Mobile Gender Gap Report. Et Madame Zoro, la question que j'ai pour vous, et notamment les autres panélistes, c'est quelles sont les initiatives concrètes aujourd'hui que vous voyez qui montrent que l'IA peut effectivement aider à réduire l'écart numérique entre hommes et femmes? Merci beaucoup. Je pense que l'IA entre hommes et femmes, de manière générale, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cet écart existe. Donc on doit pouvoir targeter ces raisons et les toucher individuellement. Il y a des questions économiques qui contribuent à cet aspect-là d'exclusion. Quand on parle de digital aujourd'hui, il y a le coût de l'accès à Internet et le fait que la plupart des femmes ne sont pas forcément indépendantes économiques. Elles n'ont pas la puissance économique qu'il faut pour pouvoir acheter l'Internet comme il faut. Avoir un téléphone correct qui leur permet de pouvoir utiliser tous ces outils existants. Donc il y a la question économique qui existe et qui crée déjà ce fossé-là. Il y a déjà le fossé qui existe par la question de l'éducation. Donc déjà en Côte d'Ivoire, il y a très peu de femmes qui sont éduquées, qui savent lire et écrire par rapport aux hommes. Donc la base aujourd'hui de l'Internet tel qu'on l'utilise et du digital, c'est savoir lire et écrire déjà. On n'a pas suffisamment de solutions locales qui prennent en compte des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Et donc, si on n'arrive pas à trouver des solutions qui peuvent être utilisées par des personnes qui ne savent pas lire et écrire, ça veut dire que toutes celles qui ne savent pas lire et écrire sont automatiquement exclues du système. Donc, ça creuse encore le fossé par rapport à l'inclusion des femmes dans le digital. Ensuite, il y a la question même de l'accès à l'information dont je parlais. Donc, qui vient de la culture et du fait que les femmes se mettent généralement en arrière-plan par rapport à l'accès à l'information, par rapport à la présence. Heureusement, dans la salle, il y a des femmes. Je ne pense pas que c'est égal aux hommes, mais les femmes ne vont pas forcément être les plus nombreuses à des événements de ce type-là pour apprendre et savoir ce qu'il y a. Donc, l'accès à l'information est important, mais l'accès à la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des systèmes de formation et de renforcement de capacités qui remplissent les conditions liées aux genre pour permettre aux femmes de se sentir à l'aise? Et je donne un exemple du programme que nous implémentons, DigiFemmes justement, qui vient avec un programme qui, pour la formation, tout ce qui est full stack development, est un programme qui est flexible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'heure de cours. À DigiFemmes, le campus est ouvert de 8h à 20h. Dans d'autres pays, un campus similaire est ouvert 24h sur 24. Chez nous, en prenant en compte la réalité de la sécurité des femmes, puisqu'on a un campus qui est 100% féminin,
On ouvre de 8h à 20h, du lundi au dimanche. Sans heures de cours, sans professeur, sans exercice. Donc, ça veut dire que pour une femme, elle peut aller le matin déposer son enfant à l'école, venir à l'école faire 3-4 heures de formation, retourner chercher son enfant, revenir encore se former. Dans le système formel d'éducation, tu n'as pas cette flexibilité-là. Donc, ça ne permet pas aux femmes de pouvoir avoir leurs multiples casquettes. Elle peut aller au travail et venir le samedi ou le dimanche se former. Parce qu'aujourd'hui, notre école et notre campus est ouvert du lundi au dimanche. Et donc, derrière, ces genres de flexibilité-là vont créer l'espace pour que la femme puisse être épanouie, peu importe la décision de vie qu'elle a prise. Qu'elle a décidé d'être femme mariée, qu'elle soit célibataire, avec ou sans enfant, elle arrive à avoir un système de décision qui ne lui est pas imposé. En dehors de ça, c'est un campus 100% féminin et il y a la question religieuse à prendre en compte. Aujourd'hui, à DigiFemme, on a une grande communauté musulmane. Pourquoi? Parce que la plupart des maris ne veulent pas que leurs femmes qui sont déjà mariées aillent à l'école avec des hommes. Le fait qu'elles se retrouvent dans un campus 100% féminin les encourage à venir. Donc si vous allez à DigiFemme, la plupart sont des femmes voilées. Et donc elles sont à l'aise parce qu'elles sont entre femmes. Elles arrivent aussi à performer beaucoup mieux quand elles sont entre femmes. Quand elles sont entre femmes, aujourd'hui, je pense que c'est un principe qui a été intégré pendant longtemps dans nos systèmes éducatifs, où ils ont créé des écoles d'excellence pour les femmes. Pourquoi? Parce que quand les femmes sont seules dans un environnement entre femmes, elles arrivent à se focaliser sur ce pourquoi elles sont là. Elles n'arrivent pas à rentrer dans des comparaisons inutiles, elles arrivent à être beaucoup plus sœurs et à être beaucoup plus solidaires dans l'apprentissage. Donc nous, aujourd'hui, on a mis en place une méthodologie d'apprentissage de pair à pair qui permet aux femmes d'apprendre entre elles, de pouvoir, les femmes aiment être des mères, s'aider et tout ça, et avec ce système, elles arrivent à le faire. Une grande sœur apprend à l'autre et tout ça, et elles se sentent beaucoup plus à l'aise. Il y a l'aspect informel de l'environnement d'apprentissage aussi à prendre en compte. Dans les écoles, une table bien habillée, on doit s'habiller de cette façon, on doit s'habiller de cette façon. Toutes ces contraintes rendent l'éducation inaccessible pour beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément les moyens. L'accès même au transport pour venir. Donc nous, par exemple, à DigiFemme, merci au gouvernement de la communication, au ministère de la communication, qui nous a permis avec la SOTRA de distribuer des cartes de bus gratuites à toutes nos apprenantes. Donc elles n'ont pas la question du transport. Donc je suis une femme, je ne suis pas exclue dans le système, je n'ai pas les moyens, mais je peux me former quand même sans avoir les moyens parce qu'on me met à disposition tout ce qu'il faut. Et donc notre système, avec tout ce qui est contraintes économiques et sociales, ne permet pas toujours aux femmes, parce qu'il y a des contraintes qui les bloquent, qui ne leur permettent pas de rentrer dans le système. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas, mais elles n'ont pas d'argent pour le transport, elles n'ont pas d'argent pour la nourriture pour venir. Je veux venir les soirs, l'école est fermée à 18h. Donc il y a toutes ces contraintes-là qui permettent de rendre un programme et une initiative beaucoup plus ouverte aux gens. Et je veux juste finir pour dire que quand on parle du genre, on a tendance à rendre ce sujet beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est. C'est une question de permettre aux femmes de pouvoir s'exprimer avec les choix qu'elles ont pris, les choix individuels de ces femmes-là. Et de pouvoir avoir un système qui leur donne cette flexibilité-là sans se sentir obligé de rentrer dans un moule. Donc on doit juste s'assurer que lorsqu'on met en place un programme, ça permet aux femmes avec leur rôle dans notre société, parce que le genre, c'est un concept qui est aussi culturel, dans notre société, de pouvoir jouer leur rôle de femme, de célibataire, de mère et de tout ça, mais aussi de rentrer dans ce système-là et d'être performante. Merci. Alors, vous avez abordé, tout comme les autres panélistes, différents sujets, les contraintes économiques, les contraintes sociales, les contraintes culturelles, les contraintes de littératie numérique, formation et autres. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte qu'avec l'avènement de l'IA et autres, que l'IA crée justement une nouvelle fracture numérique entre ceux qui savent l'utiliser et ceux qui sont encore marginalisés, qui n'ont pas pris, comme on pourrait dire, le train en marche? Déjà, moi, je vais dire bravo pour DigiFemme. J'ai toujours trouvé que c'était une initiative géniale parce que c'est vrai que là, vraiment, on voit ces réalités africaines-là. Moi, je suis formatrice en IA générative et des fois, c'est vrai que j'ai affaire aussi à des étudiants. On leur dit, écoutez, vous devez être là à 7h, ils viennent à 9h. Pas parce qu'ils veulent venir à 9h, mais parce qu'il y en a. Le cours est à Abidjan, ils viennent de Bassam, ils viennent de Dabou. Du lundi au vendredi, ils peuvent venir 2 fois. Pourquoi? Pour économiser également sur le bus, sur le transport. On ne peut pas tout le temps mettre de l'argent dans le transport. Il y a les réalités à prendre en compte. Et ça, c'est pour ça que DigiFemme, et il y a plein d'autres initiatives qui prennent toutes ces réalités en compte pour aller vers ces femmes-là. En parlant de la fracture numérique, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est sûr,
qu'aujourd'hui, l'IA, elle est bien là. Il y a beaucoup qui l'utilisent sans le savoir. Mais nous, à notre niveau, et c'est pour ça que je dis, chaque acteur aujourd'hui a quelque chose à faire, c'est de partir vers ces populations-là pour leur parler de l'intelligence artificielle. Je suis intervenue devant des femmes dans le vivrier, qui sont au stade de digitalisation 0. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous allez leur dire de l'intelligence artificielle? Mais c'est un challenge énorme. Sauf que ces femmes-là, elles sont mères. Elles ont des filles, elles ont des fils qui sont au lycée. Donc rien que de leur parler qu'une technologie comme ça existe et que leurs enfants peuvent faire des études dans ces filières-là et demain créer, peut-être, pourquoi pas, parce que peut-être que c'est eux qui vont la créer à cette IA africaine. C'est impressionnant et beaucoup ont compris. Beaucoup de ces femmes n'ont pas pu aller au bout de leurs études parce que voilà, il y a eu des problèmes financiers, c'est la réalité, mais ça va passer par de la sensibilisation à grande échelle. J'allais partager une initiative qu'on a lancée justement en prenant en compte cela. On a lancé la caravane DigiFemme en partenariat avec Sébastien, donc qui est un partenaire qui est dans la cybersécurité, et aussi les différents ministères, le ministère de la Communication, de la Transition numérique et le ministère de la Femme. Et avec cette caravane-là, on va vraiment avec des camions podium dans les communes. On va dans les marchés à Bingerville, ces vacances, on était à Bingerville, à Yopougon et à Bobo. On va dans la commune avec ce podium-là et on parle avec les populations. Toutes les bénéficiaires de DigiFemme Academy, elles sont 450. Certaines vont nous rejoindre avec le podium et seront des Amazones, on les appelle les Amazones du digital. Elles vont rentrer dans la ville et rencontrer toutes des femmes dans les marchés et leur parler du digital. Vous savez c'est quoi? Est-ce que vous savez la cybersécurité? Vraiment avec un langage très basique pour leur permettre de savoir qu'elles doivent rentrer dans la course. Leur permettre de comprendre l'enjeu de ne pas rentrer dans la course. Et j'utilise toujours l'histoire de l'apprentissage basique, de savoir lire et écrire. Les personnes qui sont restées en arrière sont vraiment restées très en arrière. Donc comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde suive? Quand on finit cette caravane-là dans la commune les week-ends, on fait une formation le lundi et le mardi avec ces femmes. On envoie des ordinateurs. Pour la première fois, une maman qui est au marché qui vend, elle allume un ordinateur, elle fait une formation sur une plateforme de e-commerce, elle obtient un certificat. Pour certaines qui ne sont jamais même allées à l'école, mais juste un certificat qui dit cette personne sait utiliser de manière basique un ordinateur. Et donc, c'est vraiment dans ce désir-là de s'assurer que personne ne reste derrière. Il faut des initiatives qui vont vraiment en bas. Parce que former des personnes qui sont déjà à l'école, des étudiants et tous les autres, c'est facile. Former des personnes qui ne sont pas incluses, qui ne savent pas lire et écrire, qui ne comprennent rien de l'écosystème numérique, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là où vraiment il faut une synergie entre le gouvernement et la partie civique, les associations de femmes. Ces associations-là sont les bien placées, les meilleures placées pour parler de tous ces sujets-là du digital. Parce qu'à la fin, le digital, c'est comme un couteau, c'est un outil. Donc, quel que soit le secteur où on se trouve, on doit pouvoir l'utiliser. Et c'est en utilisant les acteurs qui sont dans ces secteurs-là qu'on peut s'assurer que les femmes sont incluses. Surtout les coopératives de femmes qui sont dans les villages. Il y a énormément de travail à faire dans ces zones-là. Je donne l'exemple de la sensibilisation. J'étais dans l'inclusion financière et on allait recruter des planteurs de riz, des riziculteurs au nord. Et on devait les inscrire sur une plateforme pour recevoir leurs paiements digitaux. Imaginez le stress des personnes qui ne savent pas lire et écrire. On doit leur faire comprendre qu'elles doivent accepter le paiement par téléphone, tout l'argent de la récolte. Donc on doit les convaincre et c'est tout un travail que la coopérative peut aider à faire si ces coopératives sont formées. Donc vraiment la partie civile doit être très engagée pour qu'elle puisse prendre le relais dans les associations de femmes et tous les autres, les coopératives. Oui, alors je voudrais rajouter une réflexion sans vouloir lancer un pavé dans la mare, mais il y a le côté patriarcal qui est très fort en Afrique. Et c'est vrai qu'il faut déjà commencer par ce côté patriarcal, c'est-à-dire que la femme a une position, l'homme a une position. Je crois que tant qu'on aura ces codes qui seront enclins et durs, ça sera très compliqué. Vous venez d'évoquer un certain nombre d'éléments qui sont la réalité de tous les jours. Et je crois qu'il faut déjà... Alors l'IA, ce n'est pas un problème d'IA, c'est un problème sociétal, hein, mais il faut casser ces codes. Si on n'arrive pas à casser ces codes, dans 10 ans, on reviendra ici, si le patriarcat est toujours aussi prédominant, on n'aura rien changé. Donc on voit bien que c'est au départ un problème structurel donc, par rapport à l'humain. Deuxième point, ce que je voulais rajouter également, c'est que nous, au niveau de la Commission économique des Nations Unies, on a déjà engagé des partenariats avec Google, Microsoft, sur lesquels on va former, dispenser, plutôt initier des formations sur les femmes, justement, sur le gender.
parce qu'effectivement, on voit très bien, vous l'avez évoqué, hein, qu'elles sont exclues de par leur statut de femme de toute cette nouvelle technologie, elles sont prises par leur responsabilité de mère et de faire, j'allais dire, de manière un peu triviale, faire chauffer la marmite. Hein. Donc aujourd'hui, on n'en est plus là, il faut bien le comprendre. Donc c'est pour ça que nous avons, avec Google, Microsoft, initié ces différents partenariats. Et une deuxième action que nous avons mis en œuvre dans plus de 35 pays africains, c'est ce qu'on appelait les coding camps, c'est-à-dire cette fois-ci ça s'adresse aux femmes qui ont eu la chance, aux jeunes filles qui ont eu la chance d'aller à l'école, mais qui n'ont pas, qui ont touché de loin l'outil informatique. Et là, on les initie de manière très basique, hein, très ludique, à ce que c'est que l'outil informatique, mais sous le versus programmation très basique, pour ouvrir un peu l'esprit. Pourquoi pas créer demain des vocations qui pourraient, comme la personne qu'on a vue hier d'Orange, où c'est sa prof qui lui a dit « mais pourquoi tu ne vas pas dans l'informatique ?» parce qu'elle a vu un certain potentiel. Voilà, merci. Merci. Alors, donc au cours de ce panel, on a vu que l'IA a le potentiel de réduire les inégalités, mais elle peut aussi les accentuer si elle est mal maîtrisée ou mal implémentée. Et pour que l'IA soit un réel outil d'inclusion, vous avez aussi évoqué le fait qu'il y a différents leviers à prendre en compte et qui doivent être actionnés. Alors, donc, pour clôturer ce panel, j'aimerais savoir quel est votre mot, justement, de la fin par rapport à cela. Merci beaucoup pour avoir brillamment modéré ce panel. Je pense que c'était un panel qui a été très bien modéré. J'allais juste finir par un concept que je pense qui est super intéressant lorsqu'on parle d'inclusion. C'est le concept de benchmarking. On est en train de parler de technologies, de choses qui n'ont pas été inventées chez nous. Donc derrière, il faut qu'on arrive à mettre en place des modèles d'innovation qui sont rapides. On ne va pas commencer les choses par le début et reprendre tout à zéro. On a eu un exemple en Côte d'Ivoire dans le secteur de la santé avec les laboratoires Roche, où on a fait un programme écosystème pour le secteur autour du cancer. Et ce qu'on a fait, c'est de mettre en place un comité avec tous les acteurs qui interviennent dans le secteur du cancer pour travailler à développer une solution, un concept de solution. Et on a fait ce qu'on appelle un scouting. Donc, on a cherché dans le monde entier toutes les solutions qui répondent aux problèmes qu'on a identifiés et de la façon dont on l'a expliqué localement. Et on est tombé sur une solution qui était super intéressante en Inde, qui utilise l'IA justement pour détecter le cancer du sein très rapidement et avec une machine qui n'est pas très chère. Aujourd'hui, cette solution est en train d'être préparée pour être en pilote en Côte d'Ivoire dans différents centres de santé. Et il faut qu'on arrive à avoir cette mentalité-là écosystème, qu'on arrive à prendre tous les acteurs, parce que quand ça soit dans les salles de conférence, c'est des personnes qui sont soit dans la formation, qui sont soit dans la théorie. Les docteurs sont dans les hôpitaux, ils ne sont pas là pour nous expliquer leur réalité. Il faut qu'on s'assure que tous les acteurs sont mis autour de la table et qu'on développe des solutions ensemble, sans commencer par zéro. Donc, pour moi, c'est le mot de fin, c'est vraiment penser écosystème et solidarité. Aujourd'hui, la solidarité, c'est déjà une valeur africaine. Comment est-ce qu'on se base sur ces valeurs-là pour avancer ensemble? Je pense que avancer ensemble pour créer des solutions qui répondent à nos problèmes et qui vont nous servir à nous-mêmes, et que le gouvernement prenne le lead dessus pour pouvoir mutualiser tous les efforts qui existent dans l'écosystème. En Côte d'Ivoire, on a énormément d'initiatives. On a plein d'ONG, plein d'associations qui font plein de choses de manière séparée. Le gouvernement aussi qui fait plein de choses séparées. Asseyons-nous ensemble et voyons, en suivant la stratégie qui a été mise en place, j'espère que ça sera le cas pour l'implémentation de la stratégie de l'IA, qu'on arrive à avancer ensemble en tant qu'écosystème et à avoir des résultats où on arrive à impliquer toutes les parties du gouvernement. Voilà, merci beaucoup. Madame Daoud, Monsieur Darenko. Alors, moi, le mot de fin, je pense que c'est une phrase que hier j'ai écrite sur mon LinkedIn, parce que je participe à un projet sur l'IA et les personnes en situation de handicap. Ça aussi, ça fait partie de l'inclusion. Et hier, je disais à cette personne, à une collaboratrice, que la vraie révolution technologique n'est pas celle qui impressionne, mais celle qui transforme la vie des gens. Et je pense que si on a compris cela, on a tout compris. Alors en complément, je vais peut-être faire une redite, mais on est dans un nouveau monde qui arrive. Donc c'est vrai que c'est important pour ceux qui n'étaient pas là, on est dans un nouveau monde. C'est-à-dire que l'IA ne va pas régler tous les problèmes. Par contre, l'IA est un outil qui va transformer l'être humain en être humain augmenté,
Qu'on le veuille ou qu'on ne le veut pas, demain, ceux qui ont l'IA avec elles comme un partenaire seront plus enclins à réussir que ceux qui ne l'ont pas. Et le message qu'il faut passer, tout simplement, c'est qu'il faut que les États, les gouvernements, les décideurs politiques ne laissent pas sur le bord du chemin ceux qui n'ont pas décidé de montrer dans le train de l'IA, parce que sinon, ça va être déclencheur de problèmes sociétaux demain. Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes qui ne pourront pas s'inscrire dans le concert de l'intelligence artificielle et du numérique et de l'économie numérique? Et je voudrais citer rien qu'un chiffre pour ceux qui ne sont pas encore convaincus que demain c'est un monde numérique au niveau puissance financière. Dans les années 2009-2010, vous aviez dans les capitalisations boursières, dans les 100 sociétés les plus cotées au monde, on avait à peu près, le numérique représentait à peu près 30%. Aujourd'hui, en 2024, sur le top 10 des sociétés, on est à plus de 60% des sociétés du numérique. Donc, on ne peut pas changer. Il faut prendre le train, mais il faut se préparer à y monter dedans. Et les États, surtout, ont une responsabilité envers leurs citoyens. Donc, merci à nos panélistes. Nous allons passer dès à présent aux questions, s'il y en a. Pas de questions? Ah, si, une question. Merci. Bonjour à tous. Merci aux différents panélistes pour toutes les informations diffusées lors de ce panel. Je suis Yasmine Doli, étudiante en cybersécurité et en intelligence artificielle récemment. Et je voudrais savoir, puisqu'à l'entame de ce panel, M. Laurent avait dit que c'était basé sur comment l'IA peut être incluse dans les institutions financières. Donc je voudrais savoir comment l'IA peut renforcer la sécurité contre les attaques au niveau des institutions financières et dans l'utilisation des applications de fintech en général. Alors là, vous touchez un domaine très fondamental. Ce que je vais vous dire aujourd'hui sera plus vrai dans quelques mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on parle de cyberattaque, et ça a été évoqué hier, effectivement, aujourd'hui, un des problèmes de l'inclusion financière et les banques, c'est comment est-ce qu'elles vont lutter contre toutes ces cyberattaques. Il y a une dizaine d'années, j'avais présenté une étude sur les cyberattaques au niveau du monde bancaire. Beaucoup de banques ont perdu des millions de dollars à cause des cyberattaques, mais n'ont jamais fait de publicité pour éviter de perdre leurs clients. Donc on peut le comprendre. Donc on va être vrai qu'il y a 10 ans, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué pour elles parce qu'avec l'IA, l'IA par les hackers est utilisée de manière très prolixe. Donc elles attaquent encore plus. Et encore aujourd'hui, il y a des banques qui se font spolier de manière rançonnée. Et ça ne paraît pas dans le domaine public pour éviter ces aspects-là. Alors, bien évidemment, on a mis en place des jeux de clés codées sur 256 bits. Ouais, je veux pas rentrer, enfin, sur 256 bits. Donc, pour les décoder, pour craquer les codes, c'est très compliqué. Donc, il faudrait, à l'heure où je vous parle, il faudrait plusieurs dizaines d'années pour casser une clé sur le code PK, le principe PK 256 bits. Donc, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai. Dans les mois à venir, c'est faux. C'est-à-dire que dans les mois à venir, il va y avoir de nouveau un problème très prépondérant au niveau de la cybersécurité avec l'arrivée des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques, tout simplement, ce qu'un ordinateur classique mettait pour classer une clé de 256 bits, un ordinateur quantique, en une minute, il va vous casser le code. Donc, ce qui veut dire que tout le système de cryptage mondial, je ne parle pas que des codes de sécurité bancaire, financiers, mais également des sécurités nationales, etc., vont devoir être repensés avec l'arrivée des ordinateurs quantiques. Une autre question, monsieur? Merci beaucoup. Je remercie tous les panélistes. Si vous pouvez vous lever afin qu'on puisse bien vous voir. Oui, bien sûr. Merci. Alors, je m'appelle Franck Bigpo, représentant C'est moi Côte d'Ivoire. Je remercie tous les panélistes, l'organisation et la qualité de la modération. J'ai deux questions. Une à Madame Nadine Zoro. Alors, je suis parti dans les marchés, dans les campagnes, parce que j'avais une exploitation agricole. Le point là-bas, c'était concrètement ma fille, si je l'envoie à l'école, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Ma question est, il y a des chaires qui existent en Europe, dans lesquelles j'ai participé, notamment la chaire L'Oréal. Est-ce que DigiFarm s'inscrit dans cette optique et est-ce que ce ne serait pas la solution? La deuxième question, est-ce que les chaires, donc le fait d'avoir une entreprise et une université, ou une entreprise et plusieurs universités qui réfléchissent sur un problème concret,
et qui permet de qualifier les compétences plutôt que les connaissances des étudiants ou des personnes même qui ne sont pas allées à cette université, ne serait pas une solution, et n'est pas une solution qui est dans le planning, qui est dans le roadmap de Digifam. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'on travaille aujourd'hui en collaboration avec les différents ministères. On essaie justement d'inclure que ce soit nous ou nos bénéficiaires dans ces différentes conversations-là. Et ce qui est essentiel, c'est que les universités, les écoles sont des acteurs clés lorsqu'il s'agit de technologie et d'innovation. C'est l'endroit où le futur du pays se retrouve. Et donc, on ne peut pas se développer sans avoir des collaborations avec ces organisations. Aujourd'hui, nous, on travaille en partenariat avec l'ENCA, avec l'AGEFOP, sur différents projets justement qui permettent de mettre en collaboration ce que nous faisons aujourd'hui avec le digital pour la vie active et ce qu'ils font par exemple à l'ENCA avec les données et à l'AGEFOP par exemple pour la formation professionnelle. Et donc, c'est ces connexions et c'est la beauté du numérique, comme je disais, c'est un couteau le digital. C'est vraiment la collaboration intersectorielle, la collaboration intermétier qui crée des solutions. Ce n'est pas des experts en digital qui vont créer des solutions. Et donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est l'initiative aussi du ministère de la Transition numérique de créer ce type de comité-là entre des personnes qui sont du secteur de la pédagogie et de la formation et des personnes qui sont dans la technique et aussi ceux qui sont dans l'écosystème de l'innovation pour pouvoir avoir des solutions qui sont vraiment bien alignées avec les besoins locaux. Voilà. Merci. Nous allons prendre une dernière question. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Anaïs Dagrou, consultante en capital humain et spécialisée en questions du genre chez Deloitte. Et aujourd'hui, alors je vous dis la vérité, j'y connais absolument rien en IA. Je redoute l'IA. Et aujourd'hui, je suis venue apprendre davantage sur l'IA et les questions de genre. Donc, j'avais deux questions qui étaient plus axées information. Donc, la première question serait pour Madame Daoud. Vu que vous êtes formatrice de ce que j'ai compris en question d'IA générative et que vous êtes en Côte d'Ivoire surtout, est-ce que vous proposez des formations ou des ateliers qui permettent justement de déconstruire les questions de l'IA pour des personnes qui ne s'y connaisseraient tout simplement pas? Parce que je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on a peur de l'IA quand on n'est pas dans le domaine, bien évidemment, parce qu'on n'a pas l'information et on se base uniquement sur ce que nous voyons sur Internet. La deuxième question serait pour Madame Zoro. Déjà, félicitations pour Digifam, je ne connaissais pas. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui existent en Côte d'Ivoire pour justement promouvoir les questions du genre et de l'IA? Et concrètement, l'accès à l'information, comment trouver une solution pour pouvoir rendre l'information accessible? Moi, personnellement, je ne connaissais pas Digifam. Je suis convaincue que plein d'autres personnes ne connaissent pas Digifam. Et plus nous avons accès à l'information, plus nous pouvons justement promouvoir les belles actions que vous faites. Merci beaucoup. Alors moi, je vais répondre à la première question. Moi, je suis une des ambassadrices des Abidjanaises InTech. Donc, c'est une association de 300 femmes en Côte d'Ivoire qui sont dans la technologie, dans divers milieux. Et aujourd'hui, on met en place plusieurs initiatives, que ce soit des masterclass, des partenariats, pour démystifier l'IA et pour la vulgariser. Donc, je vous invite même à suivre nos pages, donc sur LinkedIn, Instagram. Hier même, j'intervenais pour des étudiants dans l'agriculture. Demain, c'est des femmes entrepreneurs d'un certain âge, hein, entre 50 et 60 ans, mais on est encore jeunes. Et ces femmes, aujourd'hui, moi, je suis très, très fière parce qu'elles savent maintenant ce que c'est que l'IA. Elles sont venues comme vous, hein, dès le départ, avec la peur. Parce que dès qu'on me parle d'IA, on me parle de Terminator. Donc, c'est compliqué. Et on a besoin de déconstruire un peu tout ça avec des mots simples, des cas concrets et de leur montrer que même eux, hein, ces femmes-là, ça peut être un vrai levier de croissance. Donc on leur apprend tout ça. Donc vraiment, je vous invite à suivre ces pages-là. Merci beaucoup aussi pour votre commentaire. Je pense que déjà Digifam, comme Digifam, il y a d'autres initiatives, comme elle disait tout à l'heure, les Abidjanaises InTech, She's the Code et plein d'autres programmes qui accompagnent les femmes dans tout ce qui est
inclusion digitale. Des programmes comme DigiFam. DigiFam, c'est un programme qui était à l'initiative du gouvernement américain, déjà. Donc, ça a été financé par le MCC USAID et d'autres partenaires comme Microsoft. Et derrière, c'est aujourd'hui, avec tout ce qui est changement dans le gouvernement américain, le programme DigiFam est en pause en termes de programme. Heureusement, on a mis en place une structure locale, donc DigiFam Côte d'Ivoire, qui est une association, parce qu'on était dans une démarche de durabilité de nos activités. Et donc, on a créé une organisation locale qui va continuer les mêmes activités que le programme faisait. Il y a la question de ownership, d'appartenance, qui est très importante dans cette question de DigiFam et de formation des femmes. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à avoir des gouvernements, des structures locales qui arrivent à comprendre que cette question d'inclusion des femmes dans le digital est une question économique, est une question nationale, et qu'on arrive à investir en interne, en Côte d'Ivoire, dans cette formation-là? Parce qu'aujourd'hui, on dépend du gouvernement américain, il y a un changement dans le gouvernement américain. Est-ce que ça veut dire que les femmes ne doivent plus être formées aux compétences numériques? Je ne pense pas que c'est le cas. Et donc, il faut une volonté aussi nationale de s'assurer que ce type d'initiative-là soit développé non seulement à Abidjan, mais aussi à l'échelle nationale, dans les autres villes. J'étais il y a 2 semaines à Korogo pour former une association de femmes fonctionnaires sur l'utilisation du digital. Et donc, avoir une volonté nationale de pouvoir déployer ces différentes organisations partout en Côte d'Ivoire. Avec DigiFam aujourd'hui, qui est l'association qui est DigiFam Côte d'Ivoire, on lancera très bientôt, en plus la semaine prochaine, des programmes de formation en dehors des programmes que nous avons pour accompagner les femmes justement sur des problématiques de formation spécifiques. Donc vous êtes la bienvenue aussi, comme la dame disait, à nous suivre. On travaille en collaboration avec d'autres organisations comme les Abidjanaises, Intec et toutes les autres qui accompagnent les femmes dans l'inclusion numérique. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci à tous pour vos interventions. Nous allons passer à la photo. Merci.